On y va? On y est? Pour de vrai, pour de bon. Tu l'as vu dans la miniature, on va parler de mon IVG. À l'aide. Le premier... Micro, mets-toi correctement. Oui, voilà, là t'es bien, là t'es beau. Là on t'aime. T'as vu, j'ai bricolé mon micro. Il est beau comme ça, hein. Il est sublime. Cette vidéo fait suite à celle que j'ai fait sur l'inconfort que tu pourras retrouver ici. Je trouvais qu'il n'y avait pas meilleur moyen d'illustrer l'inconfort qu'en parlant de mon IVG. IVG. Interruption volontaire de grossesse. Le 18 février 2020, j'ai avorté. Au moment de mon IVG, mon rapport à mon corps, il était pas terrible. J'allais pas bien du tout. Je sortais d'une rupture amoureuse qui m'avait beaucoup secouée. Durant les derniers mois de cette relation, j'ai perdu 7 kilos. J'étais incapable de me nourrir correctement parce que j'étais trop malheureuse, que je n'allais pas bien. Avaler quelque chose pour moi était synonyme de douleur. Au moment de la rupture, l'effet inverse s'est produit et je me suis réfugiée dans la nourriture. Je mangeais tellement et dans de telles quantités qu'en 3 semaines, j'avais pris 10 kilos. Alors en soi, comme j'en avais perdu 7, bon, pas grave, mais l'image de mon corps, elle était complètement perturbée. J'ai appris plus tard que sur le moment, j'avais développé un trouble du comportement alimentaire, à savoir la boulimie. Et en plus, je venais de me faire larguer, donc mon image de moi, elle était très basse. Si je te parle de cette rupture, c'est pour t'expliquer l'image de moi que j'avais à cette époque-là, mais aussi quelque chose de très important qui, je pense, a conditionné le fait que je sois tombée enceinte. Ce jour-là, le garçon qui m'avait larguée quelques semaines plus tôt m'avait envoyé un message. J'ai décidé de sortir le soir même pour me changer les idées, parce que quitte à être malheureuse, autant ne pas être seule. Ce soir-là, j'ai rencontré l'ami d'un ami, on a bu, on a discuté, je suis rentrée chez lui, et c'est passé ce qui s'est passé. 6 mois plus tôt, j'avais enlevé mon implant contraceptif qui avait complètement déréglé mon corps et j'avais besoin de retrouver mon rythme naturel. Donc avec la rupture, j'avais arrêté la pilule. Je m'étais dit que si je faisais des rencontres, j'utiliserais le préservatif. Ce soir-là, ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. C'est con comme oubli parce que une fois j'ai oublié, une fois ça m'est tombé dessus. Voilà. Et il faut savoir que mon ex, au moment de la rupture, m'a regardé bien droit dans les yeux. Il a dit que pendant notre relation, si j'étais tombée enceinte, il aurait tout quitté. Il aurait quitté ses études, il aurait trouvé un travail, il aurait fait en sorte qu'on fonde une famille. Bon, aujourd'hui avec du recul, je pense que j'ai fait un acte manqué. Inconsciemment, l'homme dont j'étais encore amoureuse m'avait expliqué les conditions qui auraient fait qu'on aurait pu rester liés à jamais ensemble. Au moment de me larguer. Qu'il est con. Il faut savoir que mon IVG, c'est pas quelque chose que j'ai mal vécu. C'est pas quelque chose que j'ai mal vécu sur le moment. Parce que j'étais très bien entourée, j'avais un entourage bienveillant, et surtout j'ai une amie qui l'avait vécu 1 an auparavant. Et j'avais vu à quel point ça lui avait fait du mal de le dire qu'après coup. Mon premier réflexe a été de me dire « Ok, c'est trop la merde en ce moment dans ma vie. » Parce que j'étais bien au fond de mon trou. Je ne peux pas me permettre d'aller encore plus mal. Ce que j'ai fait, c'est que je suis devenue maître de ma parole autour de cet avortement. Autour de moi, je le disais à qui voulait bien l'entendre. Donc je me suis retrouvée à faire des blagues salaces sur les femmes enceintes à tout bout de champ. Anecdote sur le fait que je parlais assez facilement de mon IVG. Je débutais en escalade à cette époque-là. Et je débute toujours parce que le confinement est arrivé et donc je n'ai pas beaucoup plus d'expérience maintenant en escalade. Sur le groupe Messenger d'escalade, un ami nous dit « Ça vous dit, demain, on fait de l'escalade ?» Et moi je leur dis « Désolé pas désolé, je peux pas, demain, j'ai IVG. » Personne n'était au courant et ça a choqué, on va dire, entre guillemets, tout le monde que je puisse en parler de manière aussi décontractée. D'habitude, on dit je peux pas, j'ai rendez-vous médical, j'ai machin, j'ai bidule. Et je l'ai dit avec beaucoup de franchise, en fait. Si on me demandait qu'est-ce qui n'allait pas, je disais « Désolée, j'ai des nausées, parce que je suis enceinte. » Je me suis rendu compte à quel point la parole était taboue autour de ça, parce que quand je disais « je suis enceinte », je voyais la réaction des gens, ils ne savaient pas comment se positionner, parce qu'ils ne savaient pas s'ils devaient dire qu'ils étaient désolés pour moi, ou s'ils devaient me dire « Hé, félicitations !» C'était pas félicitations qu'il fallait dire, hein. Et je comprends tout à fait leur réaction. Après, souvent les 2 secondes de stupéfaction où les gens me regardent en mode « Ah !» Souvent j'ai le droit à « Et ben alors, comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire? » etc. Au final, c'est pas grave. Je suis enceinte. C'est dire « je suis enceinte », c'était poser une affirmation et dire « c'est pas grave, j'ai pas la grippe, je suis pas malade, je suis juste enceinte, tout va bien, c'est pas la fin du monde. » J'ai fait un choix en conséquence de ça, tout va bien.
Et j'ai mis à peu près 3 semaines à m'en rendre compte. Le premier matin, je me suis levée, j'ai commencé à avoir des nausées dans le ventre, je me suis dit, ça y est, c'est ma gastro annuelle. Parce que chaque année, je chope la gastro, ça loupe pas. Et puis ma journée est passée, je suis passée à autre chose, et le lendemain, rebelote. Là, je me dis, c'est étrange. C'est vrai que hier matin, ça me l'a fait, mais que c'est passé. Mais je continue ma journée parce que je pense à autre chose, etc. La pensée arrive et dit, tu sais. Et moi, je la chasse et je fais, non, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Ça peut pas. C'est pas possible. Le surlendemain, pareil, je me réveille avec des nausées, un peu plus fortes cette fois. Et là, j'appuie sur le bouton, je me dis, c'est marrant, il y a une situation où les femmes se retrouvent à avoir des nausées matinales. Il se pourrait que je sois dans cette situation. Oh là là, allons vérifier. J'ai donc acheté un test de grossesse sur le chemin entre chez moi et mon travail. À l'époque, je bossais dans un entrepôt depuis 3 semaines pour me faire des sous. Je préviens donc le géniteur que je vais passer un test de grossesse. Et comme c'est pas le premier que je passe, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des petites peurs de type « Ah, mes règles ne sont plus là depuis 3 jours !» Puis tu sais, les règles arrivent 3 heures après que tu passes le test de grossesse. Tu connais ça? Je suis sûre que tu connais ça. J'arrive suffisamment en avance au travail pour me dire, bon, en vrai, j'ai le temps de passer le test, et puis il y a des chances qu'il soit négatif, comme ça, c'est fait, je suis débarrassée de ça, et je passe à autre chose. Je me rends donc dans les toilettes de l'entrepôt, je passe le test, et là, les 2 barres roses. Les 2 fucking barres roses. Autant dire que j'étais pas prête, hein, parce que dans ma tête, c'était pas possible. Ça arrivait qu'aux autres. En fait, tous les tests que j'avais passés étaient négatifs, donc pourquoi celui-ci serait positif? Peut-être parce que tu t'es pas protégée. Je dis ça, je dis rien. Peut-être. Peut-être. Et là, il a fallu que je travaille 4 heures, sans pause, avec tout le temps devant moi pour y réfléchir dans ma petite tête. Autant te dire que c'était la panique. Ça allait pas. Pas du tout. Ah, les premières heures, c'est pas du gâteau, hein. Il me restait 5 minutes avant d'aller travailler, j'en ai profité pour appeler ma meilleure amie. Allô? Oui! Je suis enceinte! Oui, je suis enceinte! Are you fucking kidding me? C'est passé à peu près comme ça. À ma pause, j'appelle d'abord le géniteur. On se met très vite d'accord qu'on veut partir sur un avortement. Mon choix a été très vite posé. C'est un tiraillement que je n'ai pas connu, et pour ça, j'ai eu beaucoup de chance. On va dire que j'hésitais sur les 4 premières heures, le temps où j'ai travaillé, je me suis retrouvée seule avec mon chariot à pousser. Là, j'ai fait défiler un petit peu tous les scénarios, mais en soi, ça a été vite tranché. Ensuite, j'ai appelé ma mère, et ça, c'est un sacré appel. Devoir appeler sa mère et lui dire « Maman, je suis enceinte, au secours, qu'est-ce que je fais ?» Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je suis allée voir un premier gynéco qui m'a redirigée vers le planning familial du CHU de Pellegrin. J'ai eu en tout, je crois, 3 rendez-vous là-bas. J'ai vu la psychologue, j'ai vu la gynécologue. Il a fallu avoir des tas de rendez-vous, il a fallu faire des tas de papiers. C'est hyper casse-pied de manière administrative. Par contre, j'ai été accueillie avec énormément de bienveillance, beaucoup d'écoute, beaucoup de respect. La découverte de mon fonctionnement. Ta gueule! Par contre, j'ai été dans le déni. J'avais besoin de me protéger de cet avortement et de comment il pouvait possiblement me faire mal. Et à cette époque-là, j'ai fait du déni. J'ai raconté à tout le monde que pour moi, c'était comme si j'avais juste une petite cellule et que j'allais faire une petite opération qui allait la retirer. J'ai refusé l'IVG médicamenteuse pour choisir l'aspiration. J'étais largement dans les délais pour pouvoir faire une médicamenteuse, mais je préférais attendre plus longtemps et ne pas voir et ne pas sentir. Je ne voulais pas savoir que c'était là. Et il m'a quand même fait savoir que c'était là, hein, parce que les nausées tous les matins pendant 2 mois, c'est du bonheur. Hein. J'ai dû donc attendre, je crois c'est la 9e semaine, pour passer à l'aspiration. En fait, j'ai enlevé tout ce qui était humain autour de cet événement-là. J'avais besoin de surtout pas projeter un être vivant, un bébé, un humain. Parce que si c'était le cas, je m'effondrais, je le savais. Je me suis rendu compte que si je refusais de le personnifier, je l'appelais la cellule, tu vois, c'était gentil, c'était pour me protéger parce que c'était de la survie. Parce qu'à ce moment-là, c'était lui ou moi. Et le truc, c'est que le déni, il m'a rattrapée. Il y a quelques mois, je me suis retrouvée à pleurer à cause de ça. En fait, j'étais chez mon généraliste et j'avais mal au ventre. J'ai découvert que je faisais de la colopathie fonctionnelle. Mon docteur me demande, c'est quand la dernière fois que tu as fait une prise de sang? Je réfléchis, je me dis, je sais pas trop, je me souviens plus, je réfléchis un petit peu. Et là, tout d'un coup, ça me revient, comme ça, et je me dis, ah oui. C'était pour préparer mon avortement. Comme à mon habitude depuis le début de l'IVG, je lui dis. Et mes yeux se sont embués tout seuls, et tout d'un coup, j'ai réalisé que j'avais quelque chose à régler avec mon IVG. Parce que, oui, il s'est bien passé, oui, c'est le choix que je voulais faire,
Il n'empêche que ça reste un acte traumatique. Il y a eu quelque chose dans mon corps dont j'ai nié l'existence, dont j'ai nié la nature humaine, dont j'ai nié la nature vivante de la chose, de la cellule, parce que ça m'arrangeait bien sur le moment. Mais il allait bien falloir un moment pour réaliser que ce n'était pas le cas. Et ça, c'est arrivé en novembre dernier. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc, quand même, 10 mois après l'événement, hein. Je suis forte en déni, hein. Cette première confrontation m'a permis d'y réfléchir avec plus de recul et de me rendre compte que ça m'avait fait plus mal que ce que j'aurais voulu admettre, et que c'est pas parce que je faisais des blagues pour m'en protéger que ça ne m'avait pas fait mal pour autant. Après, je pense que par rapport à certaines femmes, je ne porte pas une charge trop lourde au sujet de cet événement-là. Il n'empêche que c'est là et que ça fait partie de mes cicatrices de vie. Il y a aussi un truc très fort qu'on ne peut pas oublier, c'est la salle d'attente. Quand on est dans la salle d'attente à l'hôpital, pour faire les papiers administratifs, en attendant la psychologue, en attendant les gynécos, en attendant qu'on nous ait validé le papier, parce qu'il y a tout un processus, on fait valider le papier, et ainsi de suite. On ne peut pas oublier le regard de toutes ces femmes. On est toutes assises dans cette salle d'attente, et on sait toutes qu'on est là pour la même raison. Il y a une ambiance dans cette salle d'attente qu'on ne peut pas oublier. Il y avait une fille à côté de moi qui n'arrêtait pas de pleurer, et j'avais envie de la prendre dans mes bras et de lui dire « T'en fais pas, je vis la même chose, ça va aller. » J'ai pas réussi à le faire, mais tu vois des mamans, des papas, des copains, des copines qui accompagnent toutes ces jeunes filles, mais celles qui sont enceintes, tu le vois, c'est inscrit sur leur visage. On porte toutes le même masque. C'est très fort comme sensation. Un truc que j'ai réalisé aussi, pendant que j'étais enceinte, je suis tombée sur un article sur Simone Veil et j'ai réalisé que j'avortais alors que c'était la 45e année que l'avortement était autorisé en France. 45 ans. Genre, je sais pas si tu réalises, c'est rien. Quand je suis née, ça faisait 20 ans que l'avortement était autorisé. Ma mère est née, l'avortement n'était pas encore autorisé. Et je me suis rendu compte du privilège que j'avais d'avoir pu faire ce choix-là. Et ça devrait pas être un privilège. Et pourtant, ça l'est. Parce que dans le monde, des femmes dans ma situation auraient accouché 9 mois plus tard. Parce qu'elles n'auraient pas eu le choix. Je mène la vie que j'ai envie de mener. Et il faut savoir que de cette opération, en est sorti 2 choses positives. J'ai retrouvé cette carte, je sais pas du tout si tu peux voir ce qu'il y a écrit. Je pense pas que tu puisses voir ce qu'il y a écrit dessus. C'est la carte qu'on m'a donnée suite à mon hospitalisation parce que je me suis fait poser comment on appelle ça? Comment on appelle ça là? Un stérilet. Est-ce qu'on m'a posé un stérilet pendant l'opération? La première, c'était que je n'avais pas à subir la pose d'un stérilet. J'étais endormie pendant la pose du stérilet, donc je n'allais pas en souffrir. Et ça, quelle bénédiction! Eh bien le destin il m'a dit, tu le vois celui-là, tu le prends bien là où tu penses. Parce que 2 mois après, j'ai expulsé mon stérilet et j'ai dû me le faire reposer, et donc j'ai quand même douillé. Sur le coup, j'étais très contente de réchapper à la douleur de la pose du stérilet. Et la deuxième conséquence positive qui en est ressortie, c'est au moment où on m'a anesthésiée. Il faut savoir que j'ai une peur terrible de la mort. J'ai beaucoup de mal à m'en défaire. J'ai associé la mort au sommeil, et devine quoi, depuis 10 ans, j'ai un sommeil de merde. Au moment de l'opération, au moment de m'endormir, ça a été tellement agréable que j'ai eu la pensée, si c'est ça mourir, y a pas de souci, je peux le faire. En fait, ça m'a libérée d'un poids énorme que je porte depuis des années, et je me suis dit, après tout, c'est juste un dernier moment agréable avant que ce soit vraiment fini. Et puis après, c'est fini, t'as plus rien à jouer. Bon, on va pas partir trop loin sur mon rapport à la mort, mais grosso merdo, ça l'a énormément changé, et ça a été un déclic super fort pour moi par rapport à cette angoisse-là. Au tout début, je parlais de mon image de moi, et je vais revenir dessus maintenant. Au moment où je suis tombée enceinte, je ne pouvais plus me regarder dans un miroir déjà depuis quelques semaines. J'ai mis des grands pulls, des grands pantalons, j'ai fait comme si mon corps n'existait pas, et pendant 2 mois, j'ai été absente de moi-même. Aujourd'hui, au final, l'image de mon corps a énormément changé, j'aime beaucoup mon corps, et l'IVG y a contribué. Parce qu'un des premiers sentiments qui m'a habité après cette IVG, ça a été l'amour pour ce corps-là. Après l'intervention, une des premières choses que j'ai faites, c'est aller me voir dans un miroir.
Et j'ai réalisé depuis combien de temps je ne l'avais pas fait. Je passais toujours devant en mode « Ah, je suis pas là j'existe pas wouh !» On va vite quitter la salle de bain et rentrer dans la chambre pour s'habiller, tu vois. Ça, j'étais super forte, championne du monde. Je me suis regardée avec mes belles cernes bien creusées, mon ventre un peu gonflé. Je me suis souri à moi-même parce que j'étais très fière d'avoir traversé cette épreuve-là. Je me suis dit, j'ai fait ça dans ma vie, j'en ai été capable. Ça m'a permis, dans un sens, de m'affirmer. En fait, ça a été la première marche vers l'affirmation de moi. J'étais dans mon trou, je l'ai déjà expliqué, j'étais bien dans mon trou. En sortant de cette hospitalisation, j'avais l'impression de revenir neuve, propre. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis prise en main et que j'ai pris plein de décisions très importantes pour ma vie. C'était un élan, une occasion pour moi de reapprendre à aimer mon corps. Je me suis tendu la main, je me suis dit, à partir de maintenant, ça va bien se passer. Cette sensation de renaissance va avec le fait que j'avais conscience à quel point j'étais chanceuse d'avoir pu faire ce choix-là. Parce que si je n'avais pas pu faire ce choix-là le 18 février 2020, 8 mois plus tard, j'accouchais. Je donnais naissance à un enfant et toute ma vie prenait un tournant que je n'avais pas décidé. Et c'est énorme tout le bien-être que ça a pu m'apporter ensuite. Si des filles venaient à tomber sur ma vidéo, s'il y a un conseil que je peux leur donner, c'est de parler. Au mieux, tu en parleras, au mieux, tu useras de ta parole, au mieux, tu affirmeras ce que tu vis, et moins les autres, ils viendront te faire chier. Alors je comprends que c'est pas du tout évident quand tu es adolescente, quand tu traverses des périodes de merde, quand cet événement provoque des choses compliquées dans ta tête, dans ta vie. C'est pas évident de user de cette parole-là. Ce que je veux dire à toutes les personnes qui se retrouvent enceintes contre leur gré, c'est que tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable de quelque chose dont tu n'as pas fait le choix. Tu n'es pas coupable de porter quelque chose qui peut donner la vie. Tu n'es pas coupable d'avoir un corps qui est fonctionnel. Tu n'es pas coupable de faire un choix pour toi. Tu n'es pas coupable. Et je souhaiterais à toutes les personnes qui traversent cette épreuve de pouvoir le faire la tête haute et de pouvoir regarder les gens dans les yeux pour leur faire comprendre que c'est leur regard qui est gênant et pas le fait d'être enceinte qui l'est. C'est là où se trouve une des plus grandes difficultés de cet événement-là, c'est de passer au-delà de cette culpabilité-là, c'est d'accepter ça comme quelque chose d'admissible et de se dire, et surtout de comprendre que ce n'est pas ta faute et que tu n'es pas coupable. Et aujourd'hui encore, j'aime en parler. Quand des filles parlent de l'IVG et partagent leurs craintes, j'entends souvent la phrase « ce serait terrible, je m'en remettrai pas ». Et à ce moment-là, j'interviens et je dis « bah moi ça m'est arrivé. Et regarde, je vais bien et ça s'est bien passé pour moi. Donc il n'y a pas de raison que pour toi ça se passe mal si ça venait à t'arriver. » Et je trouve ça super important de rappeler qu'un IVG peut bien se passer en tant que personne dotée d'un utérus, parce que je généralise les femmes, mais des hommes peuvent être dotés d'un utérus. Je le rappelle qu'en fin de vidéo, mais voilà. En tant que personne dotée d'un utérus, on projette tout de suite ça comme un drame. On se dit que quand ça nous arrivera dessus, ce sera terrible, ce sera affreux, ce sera la pire chose qui nous arrivera dans la vie, c'est le pire scénario. Et c'est pas forcément le cas. Ça peut nous apporter plein de belles choses. Si tu décides avant même que ce genre d'événement te tombe dessus et que ce sera une tragédie, tu le vivras comme une tragédie. Ne vis pas dans la peur que ça t'arrive un jour. Parce que si un jour ça t'arrive, ce sera une opportunité pour toi d'affirmer un choix de vie. Je dis pas qu'il sera facile, mais tu seras fier de la personne que tu seras après. Et voilà. Ça a été une sacrée aventure que je ne me souhaite pas revivre un jour. Ça m'arrangerait. Voilà, c'était l'histoire de mon avortement. Sur ce, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je t'invite à la partager sur tous tes réseaux sociaux. Je t'invite à lâcher un pouce bleu. Si tu n'as toujours pas regardé la vidéo sur l'inconfort, je t'invite à aller la regarder. Sur ce, 1000 bisous.